Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs de Kunafoni Télévision, bonjour et bienvenue à ce premier numéro du Grand Débat. Aujourd'hui, nous avons deux invités, Abibatou Nanyuma Traoré, Djila, la présidente du réseau des jeunes filles leaders des partis politiques et des associations de la société civile, et Monsieur Alfousseni Sidibé, le président du club anglais English Toastmaster. Bonjour chers invités et merci d'être présents pour ce premier numéro du Grand Débat. Alors aujourd'hui, il y a quelques semaines, le quota, la loi instituant les mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives a été votée par l'Assemblée nationale du Mali. Alors nous avons une série de questions à vous poser. Nanyuma, que pensez-vous des 35% de quotas accordés aux femmes par l'Assemblée nationale du Mali? Bon, si on me demande, je dirais que ce pourcentage a été accordé aux citoyens maliens. Parce que si l'on regarde cette loi, on va voir que c'est fait en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination entre les genres, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. C'est que les faits ont fait récemment que ce sont les hommes qui sont beaucoup plus nombreux à ce niveau que les femmes. Donc je pense que c'est une opportunité pour renforcer la confiance en elles-mêmes des femmes, de leur donner des moyens pour s'épanouir, pour s'investir davantage, déjà en étant présente à la sphère publique. D'accord. Alfousseni, quel est votre point de vue sur ces 35% de quotas accordés aux femmes? Merci beaucoup, madame. Je remercie les téléspectateurs et je vous remercie également pour l'invitation. Les 35%, je dirais que c'est, comme elle a si bien dit, c'est salutaire. Également, je me dis, comme c'est une loi qui a été votée, donc nous attendons également qu'elle soit promulguée par le président de la République parce que le vote est là, mais également il y a la promulgation aussi qui est en un et autre. D'accord. Le nombre de 35%, je disais que c'est une bonne chose, mais il faut aussi comprendre quelque chose, que la loi, c'est sur papier, mais nous allons voir dans la pratique qu'est-ce que ça va faire comme tache d'huile au Mali. Donc nous allons veiller à regarder de très près qu'est-ce que ça va évoluer sur le terrain. D'accord. Et est-ce que, Nanyuma, est-ce que vous estimez que ce taux garantira une autonomisation de la femme malienne? Bon, on ne va pas dire que cela soit une garantie pour l'autonomisation, mais comme j'ai eu à le dire, c'est que déjà ça va renforcer leur confiance en elles-mêmes. Elles vont pleinement jouer les rôles qu'elles ont dû jouer il y a très longtemps. Et aussi, se rendre compte que ce n'est pas sorcier fera qu'elles seront beaucoup plus présentes. Et là, au lieu de quémander qu'on nous offre telle ou telle place ou bien qu'on nous nomme à tel ou tel poste, si nos capacités et qu'il y a une loi qui le permet se rencontrent et qu'on joue pleinement notre rôle, vous voyez un peu ce que l'épanouissement, le développement que ceci peut apporter. D'accord. Alfousseni, est-ce que vous estimez que ces 35% sont raisonnables ou c'est assez peu pour les femmes? Raisonnable ou peu, moi je dirais plutôt que on a un quota qui est là. Mais il y a une autre réalité que nous avons en face que nous devons regarder. Aujourd'hui, on demande 35% de femmes au poste nominatif ou électif. Et il faut qu'on analyse un peu et actuellement qu'est-ce que nous devons faire pour les femmes, concrètement. Moi, je pense qu'au-delà des lois qui ont été votées, il y a d'autres priorités que nous devons commencer avec les femmes, notamment le domaine de l'éducation. Quand on regarde aujourd'hui le taux d'alphabétisation des femmes, je suis sur le terrain, on rencontre les femmes tout le temps. Et même si on veut les aider, il y a ce problème qui est là, qui fait que les femmes ne peuvent pas être à ces postes-là. Donc je me dis, le défi, ce n'est pas
le quota là actuellement, mais comment est-ce que les femmes doivent être renforcées pour pouvoir répondre au taux? Parce que si on dit on a 35%, et qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas 35% qui sont capables de venir à ces niveaux-là? Donc c'est bon, le taux est bon, mais il faut qu'on travaille pour que les femmes puissent répondre à ces niveaux-là. D'accord. Nanyuma, est-ce que vous estimez que les femmes maliennes actuellement sont capables de remplir ces quotas-là? Bon, à mon avis, la question ne se pose pas. Hein. Ce n'est pas une question de capacité, parce que les femmes maliennes sont des êtres humains qui sont allés à l'école aussi bien que les hommes, qui ont suivi une certaine éducation et qui sont à la maison, qui d'ailleurs éduquent les enfants. Alors, je pense, comme je l'ai dit, c'est la question du genre et non la question de la femme en soi. Parce que comme il a eu à le dire, les hommes, ils peuvent ne pas être capables. Mais pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi est-ce qu'on pointe le doigt sur la capacité des femmes? C'est parce qu'il y a eu comme vous le savez déjà, nous sommes dans une société paternaliste ou dans une société patriarcale où ce sont les hommes qui dirigent. Ils ont longtemps été là avant nous. Donc, ils ont beaucoup plus d'idées, ils ont beaucoup plus de capacité à manager d'une certaine manière. Mais les femmes aussi, il ne faut pas les sous-estimer parce que selon notre contexte, on peut dire qu'une femme naît gestionnaire. Du moment où on gère au niveau du foyer, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan de l'éducation et les autres aussi. Donc déjà, ce management, depuis à bas âge, on nous apprend à le faire. Et l'école renforce ceci. Si on regarde, c'est vrai que par rapport au taux d'alphabétisation, le taux pour les femmes est minime par rapport aux hommes. Mais cela ne veut pas pour autant dire qu'elles ne sont pas capables, qu'elles ne sont pas compétentes. Il faut seulement qu'on mette la lumière sur celles-là qui ont eu à faire leurs preuves, qui ont ces compétences, qui sont en train de travailler dans l'ombre sans pour autant faire beaucoup de bruit. Alfousseni, est-ce que les femmes rurales se sentent concernées par ces lois-là? Je pense qu'à ce niveau, les femmes rurales, comme je le disais tantôt, doivent être consultées. Et ce que je déplore souvent, c'est de voir des propos qui se disent en train de représenter toutes les femmes du Mali, alors qu'il n'y a pas cette consultation au préalable à la base pour recueillir les impressions de la population rurale. Donc cette décision top-down souvent, qui est de haut en bas, qui fait que la couche rurale est souvent marginalisée. Et la femme rurale, quand on regarde aujourd'hui, les taux, je vais encore revenir là-dessus, les taux d'alphabétisation. Nous avons des activités sur le terrain et on cherche souvent, par exemple, nous avons dit, nous voulons avoir 4 personnes par organisation paysanne avec lesquelles nous travaillons. Et sur les 4, tu peux prendre jusqu'à 50 coopératives, tu ne trouves même pas 5 femmes qui peuvent faire partie de ça. Donc je me dis, à un niveau, il faut qu'on analyse, le texte est là, c'est une avancée notoire, je le dirais, mais de l'autre côté, il faut que nous essayions de travailler sur cet aspect alphabétisation, que le Mali est franchement en retard par rapport aux autres pays de la sous-région, voire même les autres pays du monde. Nanyuma, toi qui es politique, oui. Est-ce qu'au niveau des partis politiques au Mali, il y a des dispositions qui sont prises, notamment en faveur des femmes rurales, en faveur des femmes urbaines, afin de les impliquer dans les prises de décision au plus haut niveau? Bon, à mon avis, la question ne se pose pas, parce que du moment où, au niveau des partis politiques, nous ne faisons pas la différence, nous ne créons pas la différence entre les femmes urbaines ou les femmes rurales. Pourquoi? Parce que quand vous prenez les organisations des partis politiques,
vous allez voir que les mouvements des femmes sont des organisations affiliées des bureaux nationaux. Et vous verrez aussi généralement que, par exemple, au sein de notre parti et dans la plupart de ces partis, des partis politiques, vous verrez que les femmes sont représentées pratiquement dans toutes les régions. Et au niveau, on descend aussi, et des régions, il y a des représentations au niveau des cercles, il y a des représentations au niveau des communes. Donc, ce qui fait que nous tenons compte de toutes les sensibilités qui sont à différents horizons. Et c'est pour enfin se retrouver au niveau du bureau national avec les communes de Bamako aussi, et puis tout ensemble pour faire la chose. Donc cette discrimination ou cette incapacité ou cette indisponibilité, à mon avis, n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que le Malien est prêt aujourd'hui à élire une femme à la tête du pays? Bon, ceci aussi est une autre idée, c'est un autre concept qu'il faudra développer encore, parce que du moment où le Malien lambda accepte d'envoyer sa femme, sa fille, ou laisse sa mère aller militer au sein des partis politiques ou aller étudier à l'école pour avoir des diplômes d'un certain niveau, pourquoi les empêcher de jouir de ces postes-là, de ces postes de responsabilité qui sont la continuité des efforts, des années de sacrifice qui ont été consentis. Pourquoi les empêcher de faire ça? En mon sens, ne pas accepter, c'est déjà, on peut ne même pas les laisser aller à l'école, les garder à la maison, les empêcher d'aller militer dans les organisations de la société civile ou dans les partis politiques. Je pense que c'est une question de bon sens que d'accepter qu'une femme qui n'est autre qu'un être humain jouir pleinement de son droit de citoyen et de jouer son rôle pour le développement de son pays. Hussein Sidibé, est-ce que vous êtes prêt à accepter une femme en tant que présidente de la République au Mali, en tant qu'homme? La question ne se pose pas selon moi, parce que quand on regarde un peu, nous avons accepté qu'une femme soit Premier ministre, donc pourquoi pas président de la République, mais je le dis tout le temps, quand on regarde à des niveaux, par exemple, nous avons accepté qu'une femme soit Premier ministre au Mali. Quand on regarde de l'autre côté par rapport à comment ce texte a été voté et qui n'a pas été un vote ouvert où je peux dire que les gens ont voté secrètement, ça amène encore un soupçon, même ceux qui sont au niveau de comment dirais-je, ceux qui sont élus par nous-mêmes ne sont pas prêts à se prononcer ouvertement sur la question. Ça, c'est un point. Et deuxième, également, comme je l'ai dit, ce n'est pas interdit aux femmes de se présenter. Nous avons eu des candidates aux élections présidentielles. Donc, ça veut dire que si les Maliens pensent que cette femme ou bien ces femmes-là peuvent réellement faire leur travail, et nous allons voter pour elles. D'accord. Nanuma, avec ces 30% de quotas pour les femmes aux postes électifs et nominatifs, est-ce que vous estimez que dans les prochains membres de l'Assemblée nationale, actuellement il y a 47 membres, dont 14 femmes, alors est-ce que vous estimez qu'avec ce quota-là, il y aura plus de femmes au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du gouvernement, parce qu'il y a très peu de femmes, comme on le sait, au sein du gouvernement de la République du Mali? Bon, déjà, je vais commencer par le gouvernement de la République du Mali. Et j'ose espérer que le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, prendra toutes les dispositions pour qu'il y ait au moins 30% de femmes au niveau de son gouvernement. Et pour ce qui concerne les femmes, au niveau des postes électifs, comme au niveau de l'Assemblée nationale, je suis convaincue qu'il y aura, si les dispositions seront effectivement prises, il y aura beaucoup plus de femmes. Et qui sait beaucoup que les femmes vont occuper des postes qui vont dépasser les 30% de quotas qui ont été initialement définis. D'accord. Au sein du réseau des femmes de REFAMP, les femmes parlementaires et ministres
du Mali, nous avions mené une enquête il y a quelques mois et les femmes se plaignaient beaucoup du manque de courtoisie des hommes au sein des partis politiques. Est-ce que vous, en tant que membre d'un parti politique au Mali, vous êtes confronté à ce problème-là? Je dis que ça, c'est général, que ce soit au sein des partis politiques, que ce soit au sein des organisations de la société civile ou que ce soit sur le plan professionnel ou social même. C'est général au fait. C'est par rapport à la perception, c'est par rapport aux agissements, aux comportements des citoyens les uns vis-à-vis des autres. Donc, où qu'on soit, ce sont les mêmes choses qui se répètent. Alors, ce que je peux dire aux femmes en la matière, c'est que on est obligé d'être forte. Du moment où on a accepté de jouer le triple rôle, qui est le rôle productif, qui est le rôle reproductif, qui est le rôle communautaire, on a accepté de jouer ces rôles et aussi on a voulu accéder aux instances de prise de décision. C'est qu'il y a des qualités, il y a des valeurs, il y a des qualités qu'il faut développer. Donc, du moment où on a su gérer cela, donc on doit aussi s'organiser pour pouvoir jouer pleinement ce rôle-là, pour mériter, pour montrer que, effectivement, quand femme veut, femme peut. D'accord. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette expression, Albertine? Quand femme veut, femme peut. Quand femme veut, bien sûr que femme peut. C'est pourquoi je le répète encore une fois. Ça revient toujours ce besoin de renforcement des capacités toujours. Parce que cette timidité des femmes, nous avons des femmes de valeur qui ont montré que ça va. Mais qu'est-ce que nous constatons? On le dit, quand tu as confiance en toi-même, c'est ce qui permet que les autres aussi vont avoir confiance en toi. Qu'est-ce qu'on constate? Je ne suis pas trop politique jusqu'à ce point, mais je sens que j'ai discuté avec des gens qui me disent on ouvre les postes pour les femmes, mais elles sont timides. Les femmes sont timides à venir à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui explique cette timidité, justement? Il y a l'aspect culturel qui est là, en fait. Il y a l'aspect culturel qui est là, qui fait que la femme se sous-estime. Je suis très heureux ces derniers temps de voir que notre génération, les femmes commencent à s'affirmer sur ce plan. Par exemple, quand tu prends deux organisations à notre niveau, à Toastmasters, par exemple, l'année dernière, sur pratiquement les 7 clubs, on avait à peu près 5 présidentes. Donc cela veut dire que ceux qui peuvent s'affirmer commencent à s'affirmer. Mais si les femmes elles-mêmes ne se bougent pas, parce que ce quota-là, c'est aux femmes de défendre. C'est aux femmes de s'organiser, de pousser les hommes à prendre ces décisions-là. Ce n'est pas aux hommes de prendre des décisions à leur place. Donc c'est à elles de s'affirmer et de se confirmer sur la scène. Est-ce que quelque part la femme n'est pas bloquée au sein de la famille, surtout en matière de politique, en matière de travail, Nanuma? Est-ce que vous, dans votre entourage, ou personnellement, étant mariée, étant mère de famille, comment est-ce que vous arrivez à gérer votre vie de foyer et votre travail? Bon, on peut dire que c'est un peu difficile, mais grâce à Dieu, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai pu bénéficier des conseils des aînés qui m'ont orientée, aussi parce que j'ai une belle famille formidable, j'ai un mari qui est compréhensif et qui m'aide beaucoup à la tâche. Parce que sinon, c'est carrément difficile pour une femme, parce que la contrainte de temps joue énormément sur nous. Parce que s'il faut s'occuper, comme j'ai parlé du triple rôle de la femme, que ce soit les rôles productifs, reproductifs ou communautaires, on passe beaucoup de temps dans les baptêmes, dans les mariages. Nous représentons la famille en général. Et aussi par rapport au rôle productif, vous savez déjà ce qui se passe là-bas. Donc, ça nous prend énormément de temps. Il y a les enfants, il y a la famille, il y a les repas, etc. Donc, il faut beaucoup plus s'organiser, déléguer certaines tâches, se faire aider aussi par les proches, par la famille.
Parce que si une femme réussit, elle va obligatoirement tirer sa famille, son mari, sa belle famille, ses parents, ses amis, elle va les tirer vers le haut, à mon sens. Donc je pense que c'est vraiment difficile, mais ce n'est pas du tout impossible. Il faut que les gens puissent nous chercher à nous comprendre et nous aider à le faire. D'accord. Et que vous fassiez aussi de l'effort pour que les gens puissent vous comprendre. Oui, c'est très important. Voilà. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que Sidibé disait tout à l'heure que les femmes sont timides? Est-ce que vous êtes d'accord? Ah non, je ne suis pas du tout d'accord avec ce point parce que ce n'est pas une question de timidité, comme on a eu à le dire. C'est l'environnement qui a créé des barrières pour nous. Comme j'ai eu à le dire, déjà, nous sommes dans une société patriarcale. Hein, et ensuite, nous sommes aussi dans une société où la pesanteur socioculturelle joue énormément. Donc, il y a des incompréhensions aussi qui sont là, qui font que, par exemple, si on prend les partis politiques, vous allez voir que les femmes sont très mobilisées pour les partis politiques. Et vous verrez qu'elles animent les partis, qu'elles mobilisent dans les partis politiques aussi. Mais elles sont dans des mouvements affiliés, ce qui restreint leur capacité productive. Oui, et de s'émouvoir. Donc, parce qu'elles sont coachées, dirigées par un bureau national qui va limiter ses actions. Parce que c'est ce bureau national qui dicte ce que les mouvements doivent faire ou pas, ou qui doivent valider les initiatives qui ont été proposées. Bon, imaginez, même si vous avez 10 millions de femmes qui sont dans des mouvements affiliés et que vous n'avez que 20 ou 40 hommes, bon, un peu mixtes, qui sont au niveau du bureau national qui décide. Vous voyez un peu la dépendance et vous voyez un peu les limites que les femmes ont par rapport à leur épanouissement. Donc, ce sont des organisations, c'est le contexte, l'environnement même qui fait que la femme n'arrive pas souvent à s'épanouir. Parce que les décisions, étant donné que les décisions se prennent au niveau des bureaux nationaux et partis, donc, étant vraiment très minoritaire à ce niveau, vous voyez un peu l'impact par rapport aux décisions qu'ils ont prises et la difficulté pour elles de faire passer souvent leurs idées. Je m'excuse, si on se retrouve par exemple vous pensez 10 contre 1, c'est vraiment difficile. Une loi, oui. Le problème qui se pose à ce niveau, ce n'est pas une loi, au fait, c'est là mon point. Ce n'est pas une loi, c'est pourquoi je disais un moment, il y a la loi qui est là, mais dans la pratique également, comment ça va se passer? Parce que ce qu'elle est en train d'expliquer, l'environnement que vous dites qui vous empêche de vous exprimer, qui vous empêche l'accès. Moi, je me dis, par exemple, aujourd'hui, nous avons des femmes qui, quand on regarde aujourd'hui, les femmes sont capables, comme je le dis tout le temps. Aujourd'hui, quand on regarde EcoBank, ça fait à peu près plus de 10 ans, c'est les femmes qui gèrent là-bas. Coris Bank, c'est une dame. Et dans l'entrepreneuriat, il y a des femmes qui sont là. Je me dis, c'est à vous-même de convaincre les hommes de vous faire une place. Créer cette place-là pour qu'on vous respecte. Je le disais tout de suite, avec Toastmasters, il y a des femmes qui sont là-bas. Il y a Jeune Chambre, le président de 2017, c'est une femme. Donc je me dis, c'est à vous de convaincre les hommes pour dire nous sommes capables, nous pouvons le faire. Et vous avez plus de capacité de mobilisation que les hommes. Donc ça veut dire que vous avez plus de pouvoir que les hommes à ce niveau. Donc pourquoi pas les femmes ne montent pas au niveau des bureaux, les bureaux nationaux pour décider. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller à ce niveau? C'est là mon point. Donc, même si on a des textes, comme on a l'habitude de voir au Mali, les textes sont là tout le temps, mais dans la pratique, on voit autre chose. Donc, je me dis que cette loi n'est pas une victoire en soi, tant que les femmes elles-mêmes ne prennent pas conscience que l'avancée dont elles pensent n'est pas possible sans elles-mêmes. On va continuer à voter des lois, on va continuer à donner plus de quotas même que ça, mais tant qu'elles-mêmes ne prendront pas conscience du pouvoir qu'elles ont. Alors, sur ce, nous allons terminer. Nanyuma, quel est votre dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs? Eh bien, ce que je vais dire, c'est que je vais déjà, en tant que présidente du REGEFPO, je vais déjà lancer un appel auprès de mes sœurs,
que de s'engager dans la sphère publique est une nécessité absolue pour notre épanouissement, pour notre développement, pour notre autonomie. Et aussi lancer un appel auprès des hommes. Nous sommes complémentaires, nous avons toujours été complémentaires. Personne ne gagne quelque chose en devenant des ennemis, en devenant des adversaires. On gagne beaucoup plus de temps à se mettre ensemble, à travailler ensemble, que de s'entre-déchirer pour des postes ou pour des opportunités. D'accord. Alfousseni Sidibé, votre mot de fin. Mot de fin, je dirais, comme on le dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, moi, je tire toujours la sonnette d'alarme sur l'alphabétisation à ce niveau, qu'on essaie de regarder. Le texte est voté, on attend la promulgation et on attend la mise en œuvre pratique de cette loi-là. Sur papier, c'est bien que les femmes aient ce quota, mais dans la pratique, comment ça va se passer? Donc, j'invite les femmes et je dis à nos femmes, à nos épouses, à nos sœurs, que nous voulons bien les aider. Mais ce n'est pas possible sans elles. C'est elles qui doivent prendre le devant pour que nous puissions les accompagner. Nous ne sommes pas des ennemis, comme on l'a si bien dit. Quand je veux prendre une décision, je consulte ma femme et je sais que beaucoup de gens le font déjà, comme le roi disait. La reine disait que son premier esclave, c'est le roi. Parce que le roi exécute ce qu'elle dit très bas au roi. Et les autres, c'est maintenant ce qu'elle... Donc, ça veut dire que nous sommes ensemble, on est liés, mais il faut que vous preniez le devant pour que nous puissions vous suivre. Sinon, ça serait encore une loi de plus qu'on a votée, mais dans la pratique, ça serait autre chose. Merci Alfousseni Sidibé. Merci Abibatou Nanyuma Traoré Djila. Merci, chers téléspectateurs. Rendez-vous pour le prochain numéro du Grand Débat.